Bonjour, bonjour tout le monde. Nous allons tout de suite reprendre nos travaux pour cette matinée de la deuxième journée du colloque L'humain qui vient, avec un panel dont je donne tout de suite le titre, L'humain comme un moment dans l'évolution, discussion avec l'Association française transhumaniste. Je vais très rapidement présenter nos 4 intervenants, en commençant par Dominique Régnier, qui est professeur à des universités en sciences politiques et à l'Institut d'études politiques de Paris. Depuis 2008, il est directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Dominique Régnier est chroniqueur récurrent de l'émission politique C'est dans l'air sur France 5. A publié de nombreux ouvrages. Je vais mentionner très rapidement Où va la démocratie, une enquête internationale de la Fondation pour l'innovation politique en 2017, Populisme, la pente fatale en 2011, et puis Les nouveaux populismes 2013. Voilà, j'ai fait un choix comme ça, un petit peu arbitraire peut-être, mais il y aurait évidemment d'autres textes à mentionner ici. Ensuite, Elisabeth de Castex, qui est responsable d'un blog traitant des enjeux de l'humain augmenté, Anthropotechnie, pour la Fondation pour l'innovation politique. Elle co-anime avec Dominique Régnier à l'école doctorale de Sciences Po un séminaire sur la condition humaine à l'heure des NBIC, des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences cognitives. Ces recherches portent en particulier sur l'amélioration des capacités cognitives des enfants. Et puis, nos deux représentants, pour dire les choses ainsi, du transhumanisme, Marc Roux, qui est président et cofondateur de l'Association française transhumaniste Technoprog et chercheur affilié à l'Institut for Ethics and Emergent Technologies. Il est notamment l'auteur, avec Didier Kernel, de Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social. Et puis, dernier intervenant de ce panel, Didier Kernel, qui est vice-président de l'Association française transhumaniste Technoprog, co-président de l'association HEALS, Healthy Life Extension Society, membre du CA de l'International Longevity Alliance et militant écologiste et progressiste. Il a publié quelques ouvrages, dont Et si on arrêtait de vieillir en 2013 et Technoprog, le transhumanisme au service du progrès social, avec Marc Roux en 2016. Voilà. Elisabeth, je te cède tout de suite la parole pour que tu mènes un petit peu les discussions entre vous. Merci Raphaël. Dans la succession des thèmes qu'on avait envisagés, peut-être je vais laisser la parole pour démarrer la discussion à Dominique. Dominique? Oui, mais merci Elisabeth, merci Raphaël pour l'introduction. Moi, je voulais bien sûr remercier aussi beaucoup Didier Kernel et Marc Roux. Je voulais leur proposer, comme on s'y était préparé avec Elisabeth, une réflexion autour de quelques thèmes que je me permets de lister. Alors, on avait imaginé 5 thèmes, on les a regroupés en 3 thèmes. Je voudrais juste les lister pour qu'on puisse avoir le temps de les aborder. Le premier thème porterait sur la géopolitique de l'amélioration humaine. C'est un aspect voilà, essentiel. Je ne veux pas faire une introduction par thème, sinon ça sera très laborieux et il faut surtout échanger avec les membres du panel. Donc voilà, le premier thème porterait sur ce sujet de la géopolitique de l'amélioration humaine. Le deuxième thème serait concentré sur la question de la coévolution de l'humain et de la machine, et au fond avec une interrogation sur, d'une part, l'état final de l'humanité est-il
envisageable? Est-il présent dans les efforts qui sont accomplis pour la transformation de l'humain à travers la machine? Et puis, dans ce même thème d'une coévolution de l'humain et de la machine, une interrogation sur les éléments de stabilité de la figure de l'humain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait résister à cette transformation ou est-ce qu'il y a une sorte de recomposition intégrale qui est à l'œuvre? Et puis le troisième et dernier thème porterait sur l'horizon anthropotechnique. Et là, nous aimerions beaucoup, sachant par ailleurs l'intérêt des membres du panel pour le sujet, nous aimerions beaucoup interroger les membres du panel sur les significations de la naissance et de la mort comme éléments d'humanité, puisqu'ils sont possiblement, dans la perspective transhumaniste, des éléments historiquement situés dont on pourrait, d'une certaine manière, s'émanciper, et qu'en tout cas, ce discours, ce projet est bel et bien présent. Voilà les trois thèmes, si vous en étiez d'accord, et peut-être passer directement au premier thème évoqué, la géopolitique de l'amélioration humaine. Que peut-on dire de cette géopolitique? Alors, je ne sais pas bien, Raphaël, le rôle que chacun va jouer. Moi, je ne voudrais pas non plus parler tout le temps. Donc, nous avons la chance d'être avec Didier Kernel et Marc Roux. Donc, il me semblerait de bonne aloi de vous passer d'abord la parole, si vous voulez bien, et puis on interréagit avec vous. Mais peut-être ce serait à la fois plus intéressant et puis plus bienvenu de vous solliciter sur d'abord, en premier lieu, sur cette question de la géopolitique de l'amélioration humaine. Et on aurait, Elisabeth et moi-même, on aura sans aucun doute des choses à dire ou à vous dire. Marc Roux. Merci infiniment de votre accueil et puis de cette organisation. Pour aller droit au but, en fait, Didier, en tant que membre du board de Humanity Plus, est-ce que tu ne commencerais pas à répondre et puis je compléterai éventuellement au-delà? Ok, alors voilà, donc c'est trois très bonnes questions et la géopolitique de l'amélioration humaine. J'aime bien cette question. Je dirais que il y a au moins, il y a là-dedans deux aspects, la géographie et la politique. Alors on va commencer par la politique. On divise parfois les transhumanistes, parmi beaucoup de divisions possibles entre technoprogressistes et libertariens. Technoprogressistes, c'est ceux qui sont attachés à la dimension collective, attachés aussi à la dimension de la réduction des inégalités grâce au progrès technologique, dont ceux qui peuvent transformer l'humain. Ça, c'est clairement notre vision, Marc, l'association, moi-même. Et puis, alors, il y a une vision plus libertarienne qui met l'accent sur la liberté individuelle, mais de manière très forte et parfois avec l'idée qu'il va y avoir cette sorte d'écoulement après, que tout ce qui se passe de bien pour quelques-uns va se répandre pour le ruissellement, on dit en termes politiques, dans les milieux situés du côté droite de l'échiquier politique, disons. Alors, au point de vue, après, il y a la question géopolitique. Alors, la question géopolitique, c'est on parle souvent, mais on en parle plus en France qu'aux États-Unis même, des GAFA, des GAFAM, donc de la Silicon Valley. Et donc, c'est clairement là que se trouvent les personnes et les organisations qui ont la vision la plus transhumaniste du point de vue on va dire, de ce qui est visible et aussi du point de vue d'un certain nombre de moyens financiers. Mais il n'y a pas que la Silicon Valley, il y a aussi la Chine qui reste toujours un point. Quand même, moi, parfois, je demande aux gens un point mystérieux sur bien des aspects. Parfois, je demande aux gens qui connaissent la DARPA, qui est l'organisme américain militaire qui réfléchit aux nouvelles technologies. Est-ce que vous connaissez le DARPA chinois? Et en général, ils me disent non. Et je dis, ben voilà, c'est une raison de s'inquiéter, c'est qu'on ne sait même pas quel est le DARPA chinois. Et puis après, il y a l'Europe qui est quand même encore et toujours la première puissance quand on la prend dans son ensemble
technologique mondiale. Moi, je suis dans ce petit pays qu'est la Belgique. Il y a probablement la plus forte densité à la fois de médecins, d'institutions médicales, universitaires et de connaissances linguistiques et culturelles du monde. Et on a aussi des moyens financiers, publics tout à fait considérables. Et donc, un des enjeux politiques, géopolitiques fondamentaux, c'est comment est-ce que l'Europe peut favoriser, faire des investissements de manière proactive et éthique de notre point de vue pour réfléchir aux améliorations qui sont possibles pour les humains. Et évidemment, particulièrement pour moi, c'est les questions de longévité qui sont dans votre troisième question, mais là, c'est pour quelques mots d'introduction. Et peut-être juste dans les questions coordination ou coévolution homme-machine, il y a évidemment la question de l'intelligence artificielle, mais je suppose qu'on y viendra. Voilà, pour mes quelques mots d'introduction. Alors, je me propose du coup de compléter en essayant d'aborder la question sous d'autres angles et par d'autres interprétations du terme géopolitique. Didier a fait allusion à les pratiques aux pratiques qu'on peut qualifier de transhumanistes, soit en Amérique du Nord, par exemple, en Europe ou en Asie, en citant la Chine. On se pose forcément la question de ce que ce terme ou ce mouvement de pensée peut signifier, soit au-delà de l'Atlantique ou parfois de la Manche, ou soit dans les pays d'Asie, mais également ailleurs. Par exemple, nous avons la chance à l'Association française transhumaniste de compter quelques membres qui sont camerounais, gabonais, congolais, ce genre de provenance, et qui nous font réfléchir à d'autres interprétations encore de penser le transhumanisme avec des perspectives d'intégration dans ces sociétés respectives qui peuvent être tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui peuvent se poser à eux et qui ne se posent pas du tout, qu'on ne s'était jamais posé avant de discuter avec eux. Donc je pense que quand on essaie de réfléchir à tout ça, c'est important. Par exemple, si je reviens à notre relation avec la partie asiatique, disons, on s'est rendu compte depuis longtemps qu'en fait, il n'y a quasiment pas du tout de mouvement transhumaniste dans les pays d'Asie comme le Japon, la Corée, la Chine ou d'autres. On a quelques contacts, c'est-à-dire que les différentes organisations internationales ou nationales ont des relations avec certaines personnes dans ces pays-là. Il y a même eu, par exemple, j'ai été il y a une dizaine d'années de cela en contact avec un enseignant d'une université de Pékin qui, à ce moment-là, essayait de monter un petit groupe qui s'appelait directement Transhumaniste sur Yahoo à l'époque. Et en fait, il avait le plus grand mal du monde à susciter un intérêt autour de lui. On en a eu un témoignage équivalent il y a quelques années dans le cadre des conventions Transvision, donc une espèce de convention annuelle internationale transhumaniste. Et on a une personne venue de Corée qui, là aussi, nous a expliqué que quand il s'organisait des choses qui parlaient de transhumanistes, à peu près l'essentiel du public qui se déplaçait, c'était des Occidentaux. Les Coréens, ça ne les intéressait pas. Et donc, on était d'une part surpris, mais d'autre côté, ça nous a amené peut-être à comprendre que, par exemple, de leur point de vue, la question ne se pose presque pas parce que, semble-t-il, nos questions recoulent de source, comme des évidences. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a pas cette rupture entre objets non animés, dans un sens non dépourvu d'une âme, et personnes animées, éventuellement pourvu d'une âme ou en tout cas d'une volonté, et donc envisager qu'un robot devienne conscient, soit plus qu'autonome, eh bien, c'est déjà dans l'ordre du possible avant même que la possibilité technique soit là. Donc voilà, on n'a pas du tout les mêmes tabous et il ne semble pas qu'il y ait besoin d'un mouvement culturel qui soutienne ces avancées-là pour qu'elles se fassent. Donc, du coup, on
peut comprendre un petit peu mieux pourquoi dans ces différentes sociétés, qu'elles soient autoritaires dans le cadre chinois ou qu'elles soient plus libérales dans le cadre sud-coréen ou japonais, eh bien, ces technologies se développent sans rencontrer beaucoup de résistance. Donc, voilà une autre manière de répondre rapidement, hein, bien sûr rapidement, juste pour donner un éclairage un peu différent à la question géopolitique, autant que je la comprenne. Mais je pensais également à un deuxième aspect de cette même question, dont il a pu nous arriver de discuter, à savoir que à l'intérieur du monde occidental, eh bien, selon les pays ou selon les régions, selon les cultures, eh bien, là aussi, on constate des acceptations, des ouvertures ou des fermetures plus ou moins importantes. Alors, ce qu'il y a, c'est que de ce point de vue-là, il me semble que l'impression qu'on peut avoir peut diverger grandement selon les sources auxquelles on se réfère. C'est-à-dire que, par exemple, si on se fie essentiellement à la presse, aux commentateurs les plus médiatisés, si on regarde la situation en France, pour parler de ce que je connais le mieux, il me semble qu'on peut avoir l'impression d'une assez grande réticence, pour ne pas dire fermeture parfois, de la population. On aurait schématisé sans doute d'un côté des industriels, des politiques, voire des scientifiques qui souhaiteraient aller de l'avant, et en face, une population qui, comme sur des questions liées par exemple à l'écologie, serait au contraire tout à fait rétive. Cette impression, je pense qu'il faut y prendre garde parce que maintenant, un certain nombre d'études sociologiques ont pu montrer des tendances assez différentes. Je cite toujours une étude qui était sortie il y a quelques années. Maintenant, en 2013, on a eu une étude du CREDOC qui me semble intéressante parce qu'il s'agit d'une institution qui n'est pas un institut de sondage et qui se permet d'aller plus en profondeur en prenant plus de temps, etc. Et il ressortait de son étude que sur des questions comme par exemple la longévité radicale, la possibilité de se servir de la médecine, non pas seulement pour réparer, mais pour aller au-delà du soin, vers une amélioration, éventuellement une augmentation, eh bien, les réponses étaient à la louche autour de 60% favorables. Quand il s'agissait de choses plus, comment dire, enfin, quand même assez fortes, je pense à l'exemple des prothèses biomécatroniques, ça peut quand même être très impressionnant, hein, un bras donc motorisé, robotisé, relié directement au cerveau de l'utilisateur. Les réponses étaient favorables à près de 80%. C'était seulement quand on avait des propositions concernant alors des implants profonds, des implants neuronaux susceptibles de modifier les états de conscience, que là, au contraire, la tendance s'était renversée, on avait 80% de réponses négatives, vous voyez. Mais de manière globale, l'étude disait que ce qui était, dans un pays comme la France, notamment rétif, c'était plutôt les populations plutôt rurales, plutôt âgées, d'un niveau d'éducation moins élevé et moins aisé, et à l'inverse, les populations urbaines, plus jeunes, plus éduquées et plus aisées. Et c'était le mot qui apparaissait en conclusion de l'étude, était dans une démarche, dans une position transhumaniste. Donc, ça amène à dire que voilà, quand on regarde en détail, quand on essaie de descendre dans l'échelle de la géopolitique, eh bien, on peut observer sans doute des réalités qui sont différentes de ce qui peut paraître au premier abord. Je ne veux pas faire trop long, enfin, il y a d'autres études qui sont sorties. Cette année, hein, récemment, il y a eu 2 études, une de Kaspersky, l'Institut britannique, et une de l'Institut, Didier, tu vas m'aider, comment s'appelle cet institut européen qui vient de publier une étude, Siena, pardon. Donc, qui se sont intéressés à faire des études comparatives en faisant des sondages, à peu près 1 million de personnes, mais sur plus d'une dizaine de pays, 11 pays pour Siena et une quinzaine, je crois, pour Kaspersky. Et alors là, il ressort des choses très différentes. Il ressort que les pays méditerranéens seraient plus ouverts à ces technologies, alors des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et quand même, notamment la France,
seraient parmi les plus rétifs. Donc voilà, je m'arrête là pour ne pas accaparer la parole, mais c'est une manière de balayer rapidement ce qu'on peut trouver en termes de géopolitique. Merci beaucoup. Elisabeth, tu veux dire un mot d'abord? Oui, notamment à propos de cette étude Siena qui est particulièrement intéressante. Je crois que c'est un travail qui n'avait pas été fait au sein des pays européens. Et donc, je voulais saluer le travail de ces chercheurs parce que c'est très intéressant. Voilà, non, mais je suis d'accord. Je voulais souligner effectivement cette différence. Alors, il y a la différence de perception des moyens techniques, de la technologie, et il y a aussi la perception du projet transhumaniste en tant que tel. Je crois qu'on peut faire une différence. Et de ce point de vue, peut-être les différences me semblent presque plus marquées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Marc, mais que finalement, vis-à-vis du mouvement transhumaniste, il y a une réaction que je trouve assez forte dans l'Hexagone, et peut-être notamment par rapport à la Belgique, Didier, ou à la Grande-Bretagne aussi. Hein, et lorsqu'il ne faut pas remonter en amont dans des processus culturels antérieurs assez puissants et qui ressortent à cet égard. Je ne sais pas, je voulais juste souligner. Peut-être, Elisabeth, avant de reprendre ces points-là, moi je voulais juste ajouter, après avoir écouté nos amis, je voudrais ajouter, c'est très bien d'avoir je trouve ça très pertinent d'avoir une conception de la géopolitique à une géographie des mentalités, des acceptations ou des réticences. J'ai trouvé ça éclairant et vraiment utile. Je voudrais juste ajouter une autre dimension qui a été abordée déjà, mais je vais reprendre à ma manière. Sur la question de, effectivement, géographie et politique contient la géopolitique, il a été question de la Chine. Au fond, moi, je m'interroge sur la destination de ces efforts technoscientifiques qui visent ou bien ont pour effet de transformer la figure de l'humain. Et au fond, on a quand même, à travers cette géopolitique qui est abordée ici, on a quand même le sentiment de voir comme enjeu la question de la destination de ce projet transhumaniste. Il y a d'un côté, je pense que ça va être plus clair, je vais peut-être le dire moins confusément si je le formule autrement, il y a d'un côté, en quelque sorte, des puissances qui s'activent dans le domaine de ces technologies. On a cité, Raphaël l'a fait, les NBIC, qui sont ces savoirs, ces outils et leur interpénétration, évidemment, c'est surtout le Carrefour qui fait cette innovation. Donc c'est une espèce d'horizon de puissance. Je peux fabriquer de l'innovation dans ce secteur parce que je cherche un gain de puissance. Et si il y a au fond des recherches qui avancent dans ce domaine, dans un État qui a une certaine forme juridique et politique, par exemple la Chine, ça n'est certainement pas avec les mêmes conséquences que dans un autre État qui a une autre forme d'organisation juridique, politique et une autre société avec une autre culture. Donc d'un côté, une destination qui pourrait être la recherche de puissance et peut-être d'ailleurs la puissance d'un État versus un projet d'émancipation plutôt que de puissance. Et d'émancipation est porté moins ou pas par un État, mais par un corps social à travers les réalités sociales qu'il exprime, des groupes sociaux, des individus, avec des préférences diverses et plurielles qui sont à la fois en concurrence et en harmonie par les jeux des interactions sociales. Mais il me semble qu'il y a ces deux éléments qui aujourd'hui trament la géopolitique du transhumanisme. C'est à la fois un projet de puissance et c'est un projet d'émancipation, c'est à la fois un projet étatique et un projet sociétal ou individuel même. Et de cette compétition, peut-être confrontation, dépendra aussi beaucoup, me semble-t-il, la figure du transhumanisme
et la réputation de la perception, la réputation de ces savoirs, de ces technologies, ainsi que la position des spécialistes qui œuvrent dans le domaine des sciences et des techniques et qui font ces choses-là et qui n'auront pas la même position ni face à l'histoire, ni face à leur propre activité, selon que le transhumanisme et les efforts technoscientifiques qui le nourrissent sera porté par un projet de puissance ou par un projet d'émancipation. Voilà. Donc cette géopolitique, elle renvoie aussi à une grande... On redessine au fond, où on s'attache à redessiner la figure de l'humain, mais on est aussi dans une redistribution de la puissance. Très rapidement, je pense qu'on a, et j'en suis heureux, pas de vrais désaccords. Et donc, je dirais évidemment presque que les enjeux du transhumanisme sont un prolongement des autres enjeux géopolitiques, des autres enjeux sociaux. Et donc, bien sûr aussi que parmi ces enjeux, il y a est-ce que les progrès qui permettent, ou utilisons les progressions technologiques, parce que progrès et progression, ce n'est pas toujours la même chose, mais les progressions technologiques qui permettent de modifier l'humain, est-ce que ça va servir au renforcement de l'État ou bien est-ce que ça va servir à l'épanouissement individuel? C'est toujours une question. Et alors, je dirais quand même, attention, la frontière entre le bien et le mal, elle est en chacun de nous. Elle ne passe pas seulement entre les Chinois et le monde occidental. D'ailleurs, on le voit très bien pour le moment dans un petit continent à l'ouest. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, je pense que nous sommes d'accord. Par rapport à la question transhumanisme, perception, une des complexités, c'est que le mot transhumanisme est pluriel. Pour rien que le domaine qui m'intéresse le plus, la question de la longévité, on peut aller de simplement créer des nouveaux médicaments, créer des nouvelles thérapies sans rien changer presque à l'humain, jusqu'à l'immortalité, pour utiliser un mot que Marc n'aime pas, mais donc jusqu'à une résilience technologique totale en mettant la conscience dans des machines. Donc on peut aller d'un côté de certains extrêmes à l'autre. Et alors ce qu'il y a aussi, c'est que lorsque on va dire les acteurs français, les intellectuels français s'expriment, ils s'expriment souvent de manière assez réticente par rapport au progrès technologique, dont ce qui est relatif au transhumanisme. Et puis le mot transhumanisme fait peur, encore une fois, vu les différentes interprétations possibles. Alors, sur l'interprétation qui m'intéresse le plus, par rapport à la question différence Belgique-France pour le monde francophone belge, qui est 40% du monde belge, il n'y a pas d'énormes différences, mais je voudrais brièvement, 15 secondes, partager mon écran pour dire que combien en fait les citoyens sont attachés ou favorables aux progressions technologiques, même si ce n'est pas transhumanisme au sens strict ici. Lorsqu'il s'agit de la santé, je vais juste 15 secondes. Est-ce que vous voyez bien l'écran ici? Donc, majorité écrasante en faveur de l'utilisation de l'IA pour la santé. C'est un sondage qui a été effectué par une autorité publique belge il y a maintenant 2 ou 3 ans. Et donc, on demandait aux gens, trouvez-vous les applications suivantes d'intelligence artificielle importantes pour améliorer la vie humaine? Innovation dans les domaines de la médecine et de la science, 94% de oui et 5% de non. Et puis, on leur posait aussi la question qui a fait l'objet d'immenses débats dans le cadre de la Covid. Donc, est-ce que vous êtes prêt à partager les données qui sont sur votre smartphone? Et là, il y avait à l'époque une majorité en faveur. Après, maintenant, la situation a pas mal changé. Mais je voulais montrer ça. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Et non, encore peut-être une phrase que j'utilise souvent, mais qui pour moi, c'est aujourd'hui, c'est le plus beau jour. Enfin, aujourd'hui, on va dire pré-Covid, parce que cette année-ci sera probablement la première année qui n'est pas meilleure que les années précédentes depuis très longtemps. Mais donc aujourd'hui, c'est le plus beau jour de l'humanité, mais c'est aussi le jour le plus dangereux. Donc toutes ces progressions technologiques, toutes celles qui permettent notamment de transformer l'humain, c'est à la fois quelque chose qui comprend des espoirs extraordinaires et des risques. Et ça n'est pas par hasard que Nick Bostrom,
qui est un des fondateurs du mouvement transhumaniste, est aussi la personne qui, même si son nom n'est pas immensément connu, mais c'est la personne qui a le plus abordé, qui est le plus connue pour toute la problématique dite des risques existentiels, des risques qui pourraient mettre fin à l'humanité, dont ceux liés à l'intelligence artificielle. Voilà ce que je... Donc, et oui, toute dernière phrase. Elon Musk, par exemple, qui est, lui, plutôt dans l'optique pas individualiste, soyons individualiste, pas fort collective, mais il dit aussi clairement, donc je pense qu'il y a des risques et c'est pour ça, entre guillemets, mais évidemment, moi je préférerais que ce soit des institutions publiques, mais c'est pour ça que je veux avancer pour qu'il y ait moins de risques. Et la meilleure manière de diminuer les risques, c'est quand même encore d'avoir une logique collective passant par le corps social, mais passant pour moi aussi par les institutions publiques. Voilà. Mais je pense qu'on n'est vraiment pas en désaccord. Peut-être Marc Roux, parce que Elisabeth a sollicité. Oui, je vais faire plus court pour le coup. Essentiellement en rappelant par rapport à la question d'Elisabeth, que je pense qu'on a intérêt à écouter notre ami Gabriel Dort, qu'on a écouté donc hier matin, qui nous vient de Lausanne et qui nous dit qu'il est clair la situation française d'une manière intéressante. Par exemple, il rappelait encore récemment, je pense que son impression, il est étonné, il est toujours étonné par le fait qu'en France, on entretenait une espèce de sentiment de retard accumulé, c'est-à-dire qu'on avait le sentiment de la perte de l'Empire, en quelque sorte, et qu'il fallait toujours... alors ça, c'était un discours entendu essentiellement dans les milieux politiques, industriels, etc. Donc, qu'il fallait à tout prix courir après une forme de pouvoir, la puissance, effectivement. Alors que nous, en Suisse, on ne se pose pas du tout la question de cette manière-là. On fait ce qu'on peut, on ne fait pas trop mal un certain nombre de choses dans les domaines dans lesquels on est présent, mais on n'a pas un sentiment de quasi-culpabilité par rapport à notre histoire civilisationnelle, quoi, en se disant il faut à tout prix en être, parce que sinon on ne sera plus nous-mêmes. Une manière de dire qu'en France, on aurait ce type de problème-là. Je ne sais pas si c'est lié à ça. Quand ils reçoivent tous ces questionnements-là de manière plus apaisée. On constate qu'en Suisse, depuis bien longtemps, tout un ensemble de pratiques biomédicales qui restent quasiment tabous en France sont possibles. En Belgique, je trouve intéressant d'avoir constaté que depuis longtemps, il y avait autour d'abord de Gilbert Hautois, malheureusement décédé maintenant, mais des personnes comme Jean-Noël Missa, etc., tout un ensemble de penseurs qui ont montré depuis longtemps une grande ouverture à tout ce questionnement. Alors bon, ce n'est pas représentatif de toute une population, mais pendant longtemps, on n'avait pas d'équivalent en France de ce type de penseurs. En tout cas, je n'en avais pas repéré. Il y a d'autres, moi, il y a une dizaine d'années. Donc, oui, quand même, il me semble qu'en tout cas, comment on va dire ça, au niveau de notre intelligentsia, eh bien, en France, moi, je ressens une sorte de tradition facilement conservatrice sur ces questions-là. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait heureusement du débat, mais je compte... Les doigts de mes deux mains me suffisent aujourd'hui pour dénombrer les Pascal Pic, par exemple. Bon, je citerai Luc Ferry. Bon, enfin, les personnalités qui se sont, avant Pascal Pic, sont maîtres à penser, je devrais dire. Le nom m'échappe maintenant. Le paléontologue le plus célèbre de France, qui est inventeur de Lucie, ça va me revenir, s'est exprimé, pardon, oui, voilà. Il s'est exprimé pour dire à quel point il considérait que l'évolution de l'humain par la technique, en coévolution avec la technique, l'anthropotechnie, ça lui paraissait une évidence et que penser arrêter un tel mouvement, c'était complètement contraire avec toute l'histoire de l'hominisation. On en trouve très très peu encore, par-ci par-là, des philosophes, un philosophe comme Raphaël, décidément les noms m'échappent ce matin. Liogier.
Merci. Raphaël Lioger, voilà, d'Aix-en-Provence. J'en connais très, très peu. Donc, de quelque chose, c'est sans doute significatif. Mais au-delà de ça, bon, on peut essayer de comprendre pourquoi. Hein, mais je pense que, enfin, moi, j'essaie de ne pas être sociologue à la place des sociologues. Je vois bien, enfin, par exemple, je fais le parallèle avec la manière dont les concepts de l'écologie sont apparus en France ces 40 ou 50 dernières années. Je pense que l'analogie est toujours intéressante. Ça nous a pris du temps, on a été en retard. Pendant longtemps, la société française a été tout à fait rétive. Et puis, il y a eu une espèce d'emballement, je ne sais pas, à partir des années 80-90 à peu près. Et aujourd'hui, tout le monde est écologiste, semble-t-il. Donc, voilà, quelques réflexions lancées comme ça pour essayer de réfléchir à ces questions-là. Merci. Moi, je propose qu'on passe au deuxième thème pour ne pas perdre le programme et vous empêcher de parler sur la deuxième, troisième partie. Donc, le deuxième thème, il a été d'ailleurs abordé à l'instant, il a été évoqué en tout cas par Marc Roux, la question de la coévolution de l'humain et de la machine. Et associé à ce thème, par implicite, je dirais, l'idée d'une stabilité ou d'une impossible stabilité de la condition humaine. Évidemment, quand on parle de coévolution de l'humain et de la machine, c'est pas exactement, me semble-t-il, hein, dans la perspective du transhumanisme, c'est pas exactement dans la perspective d'anthropologue d'Yves Coppens. Il y a dans l'anthropologie, il y a en effet une manière d'étudier la transformation de l'humain et de l'humanité et la transformation de la culture et des outils qu'elle a générés, des techniques qu'elle a générées, en quelque sorte des machines, même sous les formes les plus anciennes. Là, ce serait plutôt une interrogation sur cette étape singulière, malgré tout, dans laquelle nous sommes, même si là, une très, très ancienne généalogie, cette étape singulière où, au fond, l'humain est appliqué maintenant à transformer sa propre nature. Je ne dis pas que c'est une nouveauté radicale. Je pense que voilà, c'est pas possible de documenter le fait que c'est une nouveauté radicale, mais simplement, nous sommes les héritiers d'un effort et nous y arrivons maintenant. Il y a des effets qui sont repérables liés au progrès de la connaissance à la suite d'un acharnement de plusieurs siècles et peut-être même milliers d'années. Et donc là, aujourd'hui, ce serait un peu dans notre échange. Comment vous voyez-vous cette rupture ou l'hypothèse d'une rupture dans une évolution de la figure de l'humain qui, même en ce qui concerne cette coévolution humain-machine bien connue des anthropologues, mise au jour d'ailleurs par les anthropologues en réalité, aujourd'hui semble ouvrir sur une ère qui me paraît être objectivement inédite, où l'homme s'applique à transformer sa propre nature par toute une série d'actions qui se retrouvent beaucoup dans les objets technoscientifiques qui intéressent le transhumanisme. Les implants, par exemple, en sont un exemple, ou bien l'édition du génome. Vous voyez. Donc, comment on peut aujourd'hui situer ce nouveau rapport de l'humain à sa nature comme un objet transformable par lui-même, pour lancer une discussion. Oui. Hein. Pour le coup, donc, en fait, la question me paraît bien plus vaste que la précédente. Il va falloir surveiller le chrono. En effet, il peut y avoir ce sentiment, mais mon point de vue, à titre personnel, je pense qu'il est partagé par un certain nombre de transhumanistes, c'est que nous sommes une fois de plus pris par un sentiment d'accélération. Nous nous rendons compte, ou nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de choses relativement récemment, et c'est essentiellement parce que tout d'un coup, il y a un effet de prise de conscience que nous avons un sentiment de rupture. D'autant plus pour des personnes qui ont grandi, par exemple, je vais insister en disant à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, par exemple dans la pensée de Hannah Arendt,
avec donc un certain nombre de choses très, très, très fortes qui se sont inscrites et qui ont fini par être acquises, établissant quasiment des formes de nouveaux tabous. Par exemple, sur la conception de l'humain, sur ce qu'on avait le droit et sur ce qu'on n'avait pas le droit dorénavant de faire avec l'humain. C'est l'histoire du mot eugénisme qui était voilà, à la mode, hein, on va dire, à la fin du 19e siècle, qui a été interprété par tout le champ social et politique pendant la première partie du XXe siècle, jusqu'à ses interprétations les plus horribles, les plus catastrophiques, et qui est devenu quasiment impossible de prononcer à partir d'un certain point. D'où, entre autres, semble-t-il, la nécessité pour un certain Julian Huxley de se servir d'un nouveau terme qu'il avait entendu, paraît-il, de la bouche d'un Français qu'on ne connaît pas bien, qui est Jean Cottereau, nous ont appris nos amis de l'Université catholique de Lille. Donc, Jean Cottereau a appelé le transhumanisme, et que donc ce terme est devenu célèbre sous la plume de Julian Huxley par la suite. On voit bien que ça n'est pas tout à fait tout neuf, hein. J'insiste sur ce que vous avez dit vous-même. La réflexion a une histoire, elle est passée par Haldane, elle est passée par Ettinger, etc. Et c'est simplement que ça ne fait que une quarantaine d'années que de plus en plus de personnes se sont mises à se rendre compte que ces réflexions-là, qui avaient été balayées, eh bien qu'elles étaient en train de trouver une nouvelle potentialité, et de manière de plus en plus rapide, concrète, réelle. Donc, personnellement, non, je n'ai pas l'impression que nous ayons affaire à une rupture, encore une fois, dans le domaine du réel. On passe toujours un certain temps dans des usines pour fabriquer des choses. Le temps ne va pas exactement plus vite. On a d'autres outils, il y a un certain nombre de productions qu'on est capable de faire plus vite, mais je pense que c'est beaucoup plus dans nos têtes qu'on peut avoir le sentiment de la rupture. Donc, oui, évidemment, en tant que transhumaniste, la plupart des transhumanistes, je pense, insistent sur l'importance de la continuité, même si il y a deux conceptions qui sont assez différentes dans le champ de la pensée transhumaniste, qui est une certaine interprétation du terme transhumanisme, donc qui voudrait insister sur la continuité, et une certaine interprétation du terme post-humanisme, qui parfois, ça dépend chez qui, ça dépend des groupes de personnes, peut signifier un véritable désir d'aller vers quelque chose qui soit complètement au-delà, complètement différent, et donc qui impliquerait une rupture. Néanmoins, il me semble assez clair, en tout cas, ça me semble très très net dans le cadre de l'Association française transhumaniste, que les personnes qui appellent à une rupture anthropologique, elles sont très 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 minoritaires. Je m'arrête là dans un premier temps. Alors, donc j'ajouterai quelques mots. Donc, encore une fois, je pense qu'on est globalement dans les mêmes idées, sauf peut-être ici comment dire, l'aspect rupture, comme elle a déjà dit Marc, la plupart des transhumanistes diront qu'il n'y a pas de rupture. La rupture est peut-être la chose qui est différente entre aujourd'hui et le passé, c'est que l'évolution et la possibilité de modifier l'humain est constante. Mais sinon, l'humain, évidemment, c'est toujours modifié, comme vous l'avez rappelé, mais c'est quand même, on ne se rend pas compte de ça, mais quand on conduit une voiture, ou simplement si je prends ici ma cuillère, je touche quelque chose, j'ai l'impression que c'est le doigt qui touche, alors que ce n'est pas le doigt qui touche, c'est l'objet qui touche un autre objet. Donc, c'est une continuité que les modifications, c'est le bateau de Thésée, hein, donc notre corps, en fait, ce qui est notre corps change toutes les quelques semaines, et malgré tout, nous n'avons pas l'impression d'être différents, alors que physiologiquement, nous sommes totalement différents d'il y a 30
40 ou 50 ans pour les plus âgés d'entre nous. Du moment que ces choix sont des choix qui sont acceptés par la majorité, c'est quelque chose qui est, à mon avis, souhaitable. Et puis, dans les périodes de transition, il y a évidemment toujours des personnes qui expriment des peurs qui sont parfois justifiées, mais qui sont souvent compréhensibles, mais qui a posteriori apparaissent comme n'ayant pas été nécessaires. Donc, on est suffisamment âgés, nous ici, pour se rappeler du temps d'avant les téléphones mobiles. Mais on n'est pas suffisamment âgé pour se rappeler du temps avant la télévision. À chaque étape, il y a eu ou plus encore ancien, avant le téléphone, avant la bicyclette. À chaque étape, il y a eu pour la bicyclette, c'est curieux de se dire ça, hein, on ne s'imagine pas, mais lors de la création de la bicyclette, il y a eu des gens qui ont dit ça va permettre aux gens d'être totalement indépendants, ça va permettre aux femmes de s'échapper, et donc c'est absolument pas souhaitable. Ça va créer une société moins solidaire, ça va créer une société plus dangereuse. Ça se passe toujours. Maintenant, il y a à côté de cela, pour moi, ce qui serait, parce que ce n'est pas certain, a posteriori une rupture quand même forte, c'est si nous pouvions avoir des progressions médicales, technologiques, scientifiques qui nous permettent de vieillir de manière négligeable, parce qu'alors, ça ouvrira un champ des possibles beaucoup plus considérable, et ça ouvrira notamment un champ temporel beaucoup plus considérable. Nous n'aurions plus, parce que c'est pas, encore une fois, pas sûr du tout, nous n'aurions plus la nécessité de l'urgence, la nécessité de faire concurrent, et on pourrait passer beaucoup plus de temps à la solidarité, on pourrait beaucoup plus passer de temps à s'attacher à ceux qui ont qui ont des difficultés. Voilà. Ça, c'est en quelques mots. Peut-être qu'on pourra sûrement revenir sur la question du vieillissement, qui est un gros sujet. Moi, je voulais peut-être revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez parlé de Nick Bostrom tout à l'heure. Et je voulais partager avec vous l'idée que peut-être il y avait une certaine évolution dans la pensée de transhumanistes, peut-être de certains auteurs transhumanistes, mais il me semble que dans la dénonciation des préjugés qui pouvaient exister dans le passé ou aujourd'hui à l'encontre des avancées des technologies, dans cette dénonciation-là, dans cette mise en perspective de l'humain dans l'évolution, est-ce que finalement certains auteurs n'auraient pas sous-estimé la puissance des moyens technologiques et même peut-être certains risques existentiels émergents. Et je pensais en particulier donc au cas de Nick Bostrom, qui dénonçait au début, dans ses premiers écrits, à travers la fable du dragon tyran, il dénonçait le biais du statu quo, et qui finalement assez rapidement a évolué dans un certain nombre de ses positions, et notamment dans la dénonciation des risques de l'intelligence artificielle. J'ai observé aussi que dans la déclaration transhumaniste, il y a eu une certaine évolution, il y a plusieurs versions, et que la notion de risque existentiel est apparue, le mot figure à de nombreuses reprises dans les dernières versions. Et donc il y a quand même quelque chose là qui évolue, je crois. Donc, peut-être que je vais... en tout cas, Nick Bostrom, pour l'anecdote, Nick Bostrom, c'est la personne qui m'a fait découvrir par sa fable du dragon tyran la question de la longévité. Quand je me posais la question, un beau jour, je me suis posé la question, tiens, mais... parce que je versais toujours des sommes assez importantes pour lutter contre la faim dans le monde. Et je me disais toujours, c'est pour lutter contre la faim dans le monde et les maladies aisément évitables. Et je me suis dit, c'est quoi les maladies aisément évitables? Et j'ai découvert Nick Bostrom et puis tous ceux qui s'intéressaient à la lutte contre le vieillissement. Maintenant, Nick Bostrom
c'est un homme extrêmement intelligent qui a couvert plusieurs champs du savoir. Donc, il y a la question de la longévité, il y a la question des risques existentiels et il y a tout ce qui s'appelle la théorie de la simulation, donc, qui est peut-être que nous sommes dans un ordinateur pour faire ultra simple. Donc, son idée de moyens technologiques absolument totaux, elle est parallèle. Elle n'est pas. Quand il a écrit à propos de la longévité, il a écrit aussi en même temps à propos de la simulation. Maintenant, vous avez probablement, ou très probablement, enfin, vous avez certainement raison plutôt, que les premiers transhumanistes qui étaient plutôt libertariens, très optimistes, très basés sur l'abondance et la progression technologique à peu près certaine, hein, la singularité dont on n'a pas encore parlé, voyez moins les risques existentiels que ce qui est vu aujourd'hui. Et puis aussi, quand on se replace il y a une vingtaine d'années, les risques liés au réchauffement climatique étaient moins présents. Maintenant, pour poursuivre un peu, aujourd'hui, par exemple, le risque, pour moi, le risque majeur technologique, c'est le risque d'une. Aujourd'hui, le risque majeur technologique, c'est le risque d'une guerre nucléaire. Et ça, ce risque-là n'est plus très présent dans les esprits. Donc, il y a aussi des questions de, on va dire, d'évolution des mentalités sans que pour cela, il y ait une réelle modification des risques, à mon avis. Donc, oui, pour être plus court, oui, il y a une évolution entre transhumanistes plutôt libertariens, tout à fait optimistes, et transhumanistes, technoprogressistes, et aussi plus conscients du danger aujourd'hui. Mais ce n'est pas une évolution de ces dernières années. C'est une évolution qui est déjà là depuis au moins 10 ou 15 ans. Et oui, voilà, je pense que. Mais il est vrai, par exemple, que à l'Association française transhumaniste, on a fait une déclaration viridienne par rapport à toutes les questions écologiques et d'environnement. Et ça, c'est récent. Ça n'existait pas avant. C'est récent et je n'en connais pas d'équivalent de la part d'autres organisations transhumanistes de manière aussi systématique. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Je vais complètement dans le sens de ce qu'a dit, de ce qu'a rappelé Didier. Je voudrais rappeler que, par exemple, Max More, dans les années 80, avec sa lettre à Mère Nature, il est tout à fait dans la provocation presque anti-écologiste à ce moment-là. Je pense que c'est important d'avoir en tête quand même cette évolution déjà historique à court terme, voilà, sur les 40 dernières années de l'histoire du mouvement transhumaniste, et de se rappeler que ouais, c'est comme ça, il est apparu ce mouvement notamment dans un contexte qu'on peut sans doute appeler libertarien, en tout cas celui de la Californie de la fin des années 70, début des années 80, et dans un contexte culturel où il fallait être radical. D'ailleurs, peut-être en Californie, il faut toujours être radical, il faut être extrême pour se faire entendre. Donc, bien sûr, on est allé très loin, et puis on ne se préoccupait pas du réalisme vraiment des idées qu'on avançait. Et l'arrivée d'un Max More, pardon, c'est le contraire, je veux dire l'arrivée d'un Nick Bostrom, en même temps d'ailleurs que l'arrivée d'un James Hughes en 98 précisément, avec la création de la World Transhumanist Association, et la même année la création de IEET, donc le think tank dont je fais partie, eh bien ça marque quelque chose. Et par exemple, James Hughes l'a pointé de manière précise en faisant quelques études internes à l'association à ce moment-là, en montrant qu'il y avait un basculement entre donc les tenants d'une vision, on va dire libértarienne, libérale, libertaire, disons, à l'américaine, qui était dominante dans les premières années, et puis une version que lui-même a appelée techno-progressiste à partir de ces années-là. Et l'exemple de l'association française, il me semble qu'elle montre la continuation de cette évolution, c'est-à-dire de la prise en compte de plus en plus de facteurs qui étaient simplement balayés à l'origine, que ce soit donc ce qu'on vient de dire, les risques existentiels, donc les questions environnementales, les questions sanitaires et la question sociale. Maintenant, tout ça, je pense, est au cœur de nos sujets. Merci Marco. Peut-être c'est l'occasion de passer au troisième point. Et je
je me permets de faire une transition qui reprend deux éléments qui ont été évoqués. Et, donc on a, on pourrait discuter longtemps de ces questions-là, elles sont passionnantes et compliquées, mais en tout cas, sur la question de l'horizon anthropotechnique et de la naissance et de la mort, dans la mesure où, par ailleurs, vous introduisez, et on le comprend parfaitement, des éléments de préoccupation qui concernent la situation environnementale dont l'un des effets les plus évoqués est le climat, quel est le sens de cet allongement de l'espérance de vie si cela n'implique pas ce que vous avez aussi évoqué par ailleurs, une sorte d'eugénisme, puisque on n'a pas encore tout à fait répondu à la question, non pas nous, hein, mais dans les discussions sur le fait que plus les humains vivront longtemps, moins ils pourront accepter l'arrivée de nouveaux humains pour des raisons d'encombrement et de préservation des conditions naturelles de l'environnement, pour ne pas trop peser sur les ressources naturelles. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas dans ce projet de pousser plus loin la vie humaine, un projet, pas un projet secret, pas un projet, pas un agenda dissimulé, mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de conséquence qui est le retour d'une forme d'eugénisme, parce qu'il faudra limiter, comme Platon voulait le faire pour sa cité idéale, parce qu'il faudra limiter le nombre des humains qui seront acceptés à l'entrée de la vie, puisque les autres, déjà là, vivront plus longtemps. Je lance la conversation là-dessus. Oui, alors là, je vais commencer parce que c'est vraiment la question de la surpopulation est un des, on va dire, arguments qui revient toujours. Et par rapport à cela, je dis toujours, voilà, le meilleur moyen, de manière anti-intuitive, mais de manière qui est jusqu'ici extrêmement claire, le meilleur moyen de lutter contre la surpopulation, c'est de vivre plus longtemps. Les problèmes de croissance démographique de la population qui posent des problèmes et qui sont extrêmement rapides ne se posent absolument pas dans les pays dans lesquels la durée de vie est longue. C'est même le problème contraire qui se pose. Ce n'est pas au Japon et en Corée du Sud qu'il y a un problème de surpopulation, c'est dans l'Afrique subsaharienne. Une des raisons, c'est tout simplement que lorsque vous avez une vie plus longue, plus agréable, vous n'avez pas à prendre la précaution d'avoir des enfants pour vos vieux jours. Vous avez, mais peut-être aussi, et peut-être surtout pour le futur, parce qu'on peut se dire c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. En Corée du Sud, je crois que le nombre d'enfants par femme est enfin, en tout cas, c'est largement en dessous de 2, très largement en dessous de 2. La France est un des pays avec le plus haut taux et enfin, vous êtes plutôt à 1,91, je crois, enfants par femme. En Singapour, c'est 1,01, je pense. Donc, le problème est plutôt le contraire. Il y a même un certain nombre de transhumanistes, mais je ne partage pas cette idée, qui sont un peu, on va dire, il faut aussi faire des enfants. Donc, nous n'aurons pas ce problème-là. Et puis, il y a aussi, si demain, vous savez que vous allez vivre beaucoup plus longtemps, bien pour avoir un corps durable, à long terme, il faut aussi absolument un environnement durable. Donc, on sera particulièrement attentif, non plus seulement aux générations suivantes, mais on sera particulièrement attentif aux générations d'aujourd'hui. Et le fait d'avoir moins d'enfants, ce n'est pas, c'est la situation actuelle. Et on ne peut pas exactement dire qu'aujourd'hui, on soit moins attentif aux enfants qu'il y a un siècle, quand le nombre d'enfants par couple, par femme, était 3 ou 4 fois plus élevé que celui d'aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on est moins attentif aux enfants aujourd'hui, que la mortalité infantile en Belgique, en France est devenue négligeable, et même dans le monde est devenue relativement faible. Et tant mieux, nous sommes beaucoup plus attentifs. Et d'ailleurs,
une des raisons pour lesquelles nous sommes attentifs les uns vis-à-vis des autres, ou plutôt une des choses qui renforce la capacité que nous avons, ben, c'est tout simplement le fait qu'on sait qu'on va être pendant très longtemps avec eux. Pendant des siècles, l'infanticide, le fait de tuer un enfant était considéré comme moins grave que le fait de tuer un adulte, une personne âgée, parce que l'enfant avait peu de chance, enfin avait une chance sur, parfois moins qu'une chance sur deux d'arriver à l'âge adulte. Moi, j'aime bien citer le très beau film La balade de Kurosawa, dans laquelle au début, on voit un paysan qui court l'air indigné avec un cadavre d'enfant. Et puis, on s'aperçoit et on se dit, tiens, il est indigné parce qu'il y a eu un infanticide. En fait, il est indigné parce qu'on a jeté le bébé mort dans son champ, pas du tout parce qu'on a tué l'enfant. Pour illustrer les changements de mentalité tout à fait considérables qui peuvent se passer entre il y a 1 ou 2 siècles et aujourd'hui. Et ça pourrait être le fait d'avoir une vie beaucoup plus longue pourrait faire de tout ce qui est meurtre et atteinte à la vie des individus non plus seulement quelque chose qui est inacceptable, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais quelque chose qui est même inimaginable. Et dans un monde qui, suite au progrès technologique, devient de plus en plus dangereux, je pense que c'est extrêmement important que nous arrivions à une résilience et à une valeur extrêmement importante de l'humain. Et alors, pour passer vite, brièvement à la première partie, la naissance. En fait, avant la naissance, il y a la conception. Et ce qui est curieux, c'est que les bébés éprouvettes, comme on l'utilisait, créés par Jacques Testard, notamment, enfin plus exactement testés par Jacques Testard, les bébés éprouvettes, c'est vraiment quelque chose qui, si ça n'existait pas aujourd'hui et que des transhumanistes le proposaient, ça serait probablement présenté comme la rupture la plus totale inimaginable, bien plus que les améliorations génétiques qui pourraient être faites. Et alors, en ce qui concerne l'eugénisme, donc l'eugénisme, dans la vision, on va dire, l'eugénisme, c'est éliminer les faibles. Ici, il ne s'agit pas d'éliminer les faibles, il s'agit de transformer les humains qui vivent aujourd'hui et ceux qui vivront demain, et seulement ceux qui le souhaitent, ça c'est quand même important, mais je pense que ce sera l'immense majorité, que c'est déjà l'immense majorité d'ailleurs, en des êtres plus résilients. Donc il ne s'agit jamais d'éliminer des humains, évidemment. On peut définir le children design comme de l'eugénisme. Oui, je me permets peut-être de compléter, de répondre en même temps, parce que la définition que Didier vient de donner de l'eugénisme, c'est en fait ce qu'on qualifie d'eugénisme négatif. Et donc, dans la conception eugéniste, dès les premiers temps, il y a également l'idée d'un éventuel eugénisme positif, ce qui a pu être testé de manière, enfin, a posteriori. Je pense comment s'appelait ces camps nazis dans lesquels on rassemblait de beaux jeunes gens grands blonds aux yeux bleus et on les faisait rencontrer des belles grandes blondes aux yeux bleus et on pensait qu'on allait améliorer la race, voilà, en faisant des croisements comme ça de cheptel. Donc, la notion d'eugénisme positif existait. Mais ce qui me semble pour moi faire la distinction nette entre l'eugénisme, quel qu'il soit, positif ou négatif, et le transhumanisme, ça n'est pas ça. Ce qui me semble essentiel dans la distinction, c'est que dans la définition, celle que je connais enfin de l'eugénisme, c'est qu'il y a derrière une volonté politique délibéré. Le isme de eugénisme sous-entend un encadrement, une organisation, et c'est effectivement de cette manière-là que l'eugénisme a été pratiqué, d'ailleurs pas que par l'Allemagne nazie, on le sait, également par certaines démocraties libérales, parmi les mieux réputées, les pays scandinaves par exemple, ou les États-Unis. Donc, ce qui me semble complètement différent avec la démarche transhumaniste, c'est qu'on est d'abord attaché à la liberté de disposer de son corps
Et donc, on conçoit, en tout cas, encore une fois, que dans les démocraties libérales, dans les pays où ce mouvement se développe, hein, on a dit en Chine, il n'y a pas d'équivalent, eh bien, on ne le conçoit que par le biais de décisions individuelles. Alors, on peut dire, ah oui, mais si on accumule des millions de décisions individuelles, la société vient bien dans une direction ou dans une autre. Mais il me semble que ça n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, au passage, j'en profite pour dire que le concept avancé par Jürgen Habermas de eugénisme libéral me paraît relever de l'oxymore. Je ne vois pas comment on peut avoir stricto sensu un eugénisme libéral. Mais bon, je ne vais pas développer dans cette direction. Donc ça, juste Marc, pardon, l'argument d'Habermas consiste à dire que s'il y a des technologies disponibles, à supposer qu'elles soient efficaces, permettant d'obtenir des enfants correspondant à des critères valorisés par la société, les individus pourraient, de façon individuelle, avoir une préférence pour que les enfants à venir correspondent à ces critères et donc agiraient comme individus. Donc, oui. Ça ne serait pas un eugénisme qui serait commandé par l'État et qui aurait donc une dimension autoritaire, mais un eugénisme qui serait appelé par des individus achetant des capacités technologiques au nom de leur propre liberté pour les enfants qu'ils souhaitent avoir. Tout à fait, mais il me semble que cette définition que tu viens de rappeler, elle ne correspond plus au terme eugénisme. On peut discuter, c'est une question de mots et d'appellation, mais il me semble que c'est un choix de la part d'Habermas et des gens qui reprennent ce terme-là, d'utiliser pour qualifier donc une telle démarche individuelle, familiale, d'utiliser le terme eugénisme. Et ça consiste à le renvoyer dans cette histoire catastrophique qu'on a mentionnée maintenant plusieurs fois, alors qu'on peut l'envisager avec d'autres perspectives. Mais je voudrais revenir au départ de la question. Je vois dans le coin que Elisabeth souhaite réagir, mais j'aurais aimé revenir également sur le départ de la question, à savoir sur la signification de la naissance et de la mort. Il me semble important là aussi de garder en tête que le transhumanisme, j'ai envie de dire le transhumanisme réel, ce qui est vraiment en train de se faire, n'envisage pas ni la disparition de la naissance en tant qu'apparition au monde d'une nouvelle personne, ni la disparition de la mort. Même si le terme immortalité peut être utilisé, hein, on peut en user et en abuser, cela a été le cas dans la bouche de pas mal de transhumanistes, la réalité concrète, c'est tout au plus la recherche de ce que nous appelons, avec Edgar Morin, une amortalité, c'est-à-dire, et ce serait déjà énorme, donc la victoire sur le vieillissement et l'essentiel des maladies. Il semble qu'on ait encore pas mal de chemin à faire. Ça ne fait pas disparaître toute mort et ça ne fait pas en amont disparaître toute naissance. Et donc, leurs valeurs symboliques à l'une et à l'autre ne disparaissent pas. Simplement, elles évoluent à leur tour. C'est-à-dire le fait que la distance entre l'un et l'autre, l'une et l'autre, augmente, forcément continue à faire évoluer leurs valeurs. Didier l'a bien rappelé, à l'époque où la moyenne de vie, la projection possible de la vie d'une personne adulte, c'est-à-dire de 20-25 ans en moyenne, c'était de pas beaucoup plus, parce qu'autour d'elle, dans le monde autour d'elle, il y avait peu de personnes, disons, de plus de 50 ans. Eh bien, ça avait pour conséquence, sans doute, que c'est un des facteurs d'explication que la vie et la mort avaient la valeur qu'elles avaient. Et sur l'espace de temps de ces 2 derniers siècles, approximativement, eh bien, cette espérance de vie, elle a été multipliée par 2, puis par 3, et la valeur qu'on a donnée, non seulement à la naissance et à la mort, mais j'insiste aussi toujours sur la valeur qu'on a donnée à l'enfance, elle a été déjà bouleversée, complètement bouleversée. L'enfance n'existait pas, à peu près, dans la représentation sociale. Et on a parlé depuis maintenant plusieurs décennies de la société de l'enfant roi. Il nous reste 5 minutes avant la fin de la table ronde. Voilà, je pense que... Non, mais ce n'est pas pour couper la parole, Marc, c'est pour rappeler
au panel qu'on doit terminer à... Alors, moi, je voudrais ajouter juste une phrase, parce que c'est peut-être une sorte de chose où Marc et moi ne sommes pas entièrement d'accord. C'est que je pense que le fait de mettre fin aux maladies liées au vieillissement serait quand même une rupture tout à fait considérable, parce que, donc, effectivement, la durée de vie moyenne dans le monde, elle a été multipliée par 3, mais la durée de vie maximale, elle reste toujours, pour le moment, quelque chose d'absolument infranchissable. Donc, dans l'histoire de l'humanité, la première personne qui a dépassé l'âge de 100 ans, c'était il y a 20 siècles déjà. C'était l'épouse de Cicéron, qui est décédée en l'an 3 ou 4 de notre ère à 104 ans, 103 ou 104 ans. Et aujourd'hui, la personne la plus âgée au monde, elle a 116 ans. Donc, on n'a quasiment pas dans ce domaine-là progressé. Et pour progresser, il faudra des thérapies géniques ou des nanotechnologies, et ça ne sera pas facile. D'ailleurs, on le voit avec toutes les difficultés qu'on a pour vaincre un petit virus. Et en passant, pour des gens attachés, je voudrais quand même ça te dire aussi, pour ne pas faire que pour des gens qui on va dire, attachés, optimistes par rapport aux progressions technologiques, pour moi, la Covid-19 est quand même aussi le signe que l'argent, la bonne volonté, et on va dire l'argent, la bonne volonté et même la diversité dans la recherche ne sont pas encore des choses suffisantes. Donc, merci, Didier. Ça ne sera pas facile, c'est tout. Elisabeth, conclusion? Oui, alors je ne sais pas si c'est une conclusion ou si je reviens un petit peu en arrière sur la discussion précédente sur la détermination des individus du futur. Je me demande si on n'a pas tendance à oublier la non-prédictibilité du vivant, c'est-à-dire l'idée que le comportement de la société future est non prédictible, le comportement des humains est non prédictible. Et donc finalement, dans cette surdétermination des enfants par les adultes, qui serait rendue possible par des nouveaux moyens d'intervention sur le patrimoine génétique, et là j'en reviens à Habermas, est-ce qu'on n'oublie pas, est-ce qu'on ne passe pas à côté de risques de violence intergénérationnelle dans cette détermination des enfants par les adultes? Finalement, il y a ce conflit des générations et l'idée de savoir sur quels critères les adultes pourraient décider du bien-être futur de leurs enfants, sachant que cette société du futur est non prédictible. Merci Elisabeth. Raphaël, je propose de remettre entre vos mains voilà, la suite. Oui. Puisque... Et là, écoutez, malheureusement, on doit arrêter. C'est vrai que là, il nous reste plus du tout de temps pour la discussion. J'aurais eu, moi, beaucoup de questions, entre autres sur cette question de la vie, la mort. Mais peut-être qu'on pourra trouver un petit moment dans les panels qui suivent. En tous les cas, c'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup appris et je voudrais vous remercier très chaleureusement à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci Raphaël, merci beaucoup. Merci. Merci pour ce débat qui était vraiment, on a bien couvert pas mal de choses, je trouve. Ah oui, oui. Avec toujours le sentiment qu'on pourrait en parler pendant une quinzaine. Mais on pourra continuer. Sans difficulté. Ah bah oui, on touche à toutes les questions métaphysiques, politiques, scientifiques évidemment. Voilà, donc au nom de tous les organisateurs, merci encore et à bientôt j'espère. Merci. Merci.